D'abord, qu'est-ce qu'une personne immunodéprimée? Alors, merci pour l'invitation et c'est assez simple comme définition. Une personne immunodéprimée, c'est une personne pour laquelle les défenses immunitaires sont diminuées, soit liées à ses traitements, mais aussi ça peut être lié à sa maladie. Alors, l'exemple classique, c'est par exemple le VIH, qui est un virus qui induit qui s'attaque aux cellules de l'immunité et qui peut donner un syndrome d'immunodéficience acquise. Mais par exemple, dans le cadre de nos maladies rhumatismes inflammatoires, notamment par le polyarthrite rhumatoïde, on a une diminution voilà, des défenses par la maladie elle-même, mais aussi par les traitements. Donc voilà, c'est deux choses. Personne immunodéprimée, c'est les défenses qui sont diminuées. Les causes, elles peuvent être multiples. Ont un risque infectieux. Donc c'est pour ça que quand ce que vous voyez votre médecin, votre spécialiste, médecin généraliste aussi ou rhumatologue, notre objectif c'est essayer de prévenir ces risques infectieux, puisque comme on dit, il faut mieux prévenir que guérir. Par exemple, si on prend les gens qui ont la polyarthrite rhumatoïde, on sait que voilà, s'ils ont une activité, la maladie est active, qui est notamment donc ils ont des corticoïdes aussi pour lutter contre cette inflammation, eh bien, il y a un risque infectieux augmenté et le but, c'est essayer de prévenir, puisque ce type d'infection, notamment les infections pulmonaires, les pneumopathies. L'objectif de ces vaccins, c'est vraiment de diminuer ce risque. Et on sait que notamment dans l'histoire humaine, les vaccins ont permis une diminution drastique de la mortalité, puisqu'ils ont traité notamment des maladies qu'on ne voit plus actuellement, qui étaient vraiment un impact très sévère pour les gens. Par exemple, si on prend la poliomyélite, qui donnait des déformations, des séquelles, grâce à la vaccination, on a pu éradiquer cette maladie. Donc il y a tout intérêt effectivement à prévenir des complications infectieuses qui peuvent arriver dans le cadre des rhumatismes inflammatoires du fait, de l'activité du rhumatisme, notamment plus pour la polyarthrite rhumatoïde probablement que pour la spondylarthrite parce que les gens commencent un peu plus jeunes leur maladie, mais aussi du fait des traitements. Alors c'est pour ça que les corticoïdes, et c'est l'objectif pour ça aussi que on essaie de diminuer les corticoïdes, mais aussi des biothérapies par exemple qui ont un petit risque augmenté. Et c'est pour ça que la stratégie, c'est d'essayer au mieux d'anticiper ce risque et donc d'essayer de le prévenir. Quels en sont les bénéfices et les risques? Alors, eh ben, on en a un petit peu discuté les bénéfices. Vraiment, le bénéfice, c'est d'essayer de prévenir au maximum le risque infectieux. Après, on a d'autres stratégies. Par exemple, chez les femmes, notamment, c'est les vaccinations. Alors, quand elles sont voilà, plus jeunes, la vaccination contre le papillomavirus, puisqu'on a dans certaines populations, notamment en Australie, où il y a où chez les Scandinaves, un taux de couverture chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes maintenant aussi, hein, on essaye maintenant de le faire pour tous, une diminution vraiment de l'incidence du cancer du col de l'utérus qui était lié à ce virus pro-oncogène, donc qui favorise ce type de cancer. Donc, c'est deux choses, diminuer le risque infectieux et également diminuer certains risques de cancer, puisque aussi, si on reprend ce virus, il est aussi à risque, par exemple, de cancer ORL. Donc, c'est vraiment ça ses bénéfices, diminuer le risque infectieux et prévenir certains cancers. Deuxièmement, en termes d'effets indésirables, il y a alors principalement des effets, on va dire, très modérés. C'est quand on fait l'injection, là, on l'a tous eu. C'est un peu ce qu'on appelle le pseudo-grippal. C'est un peu une espèce de petite grippe avec des courbatures. Ça, c'est parce que vous stimulez votre système immunitaire. Mais évidemment, c'est bien toléré et ça dure moins d'une journée. Donc ça, c'est vraiment très modéré et c'est un petit peu le payer à payer pour activer le système immunitaire. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque de faire des poussées du rhumatisme? Dans les études qu'on a avec, notamment on va dire grâce un peu aux données qu'on a sur la vaccination Covid, mais sur d'autres vaccinations, eh bien, on n'a pas observé une augmentation du risque de poussée ou du risque d'induction de ces maladies. Au niveau des recommandations générales, du coup, qu'est-ce qu'on doit vraiment suivre? Donc, les recommandations sur les biothérapies. Donc, la première chose qu'on dit, on va repartir sur ce qui est vaccin et infectieux. Mhm. Sur les traitements de fond, donc pour les rhumatismes inflammatoires, si c'est une infection comme type rhinopharyngite, on peut maintenir le traitement. Si c'est une infection plus importante pour laquelle il faut des antibiotiques, on recommande d'arrêter le traitement puisque en fait ça diminue l'inflammation, mais l'inflammation permet aussi de lutter contre les infections. Donc le temps que en fait on a les antibiotiques par exemple, on recommande d'arrêter le traitement et après de le reprendre.
Attention, c'est le traitement de fond type méthotrexate, biothérapie. Pour les corticoïdes, je recommande quand même d'en discuter avec le spécialiste parce qu'il ne faut pas arrêter brutalement les corticoïdes parce que ça dépend de la dose que vous avez. Mais en fait, au-delà d'une certaine dose, en fait, vous apportez les corticoïdes au corps et l'arrêter brutalement, bah, en fait, vous faites un sevrage brutal et l'organisme n'aura pas forcément le temps d'en sécréter naturellement. C'est d'autant plus que quand on a une infection, c'est une situation de stress et donc, en fait, il faut faire attention là-dessus. Les recommandations ensuite que vous parliez sur les cancers. Alors, pour les cancers, on sait que maintenant, notamment sur les anti-TNF, on a quand même cette molécule depuis une trentaine d'années, enfin, en fin des années, voilà, on va dire 25 ans au moins. Il n'y a pas de surrisque de cancer. Alors, on va parler des cancers cutanés, ça part. Mais en tout cas, on n'a pas de cancer, on n'a pas de surrisque là-dessus. On a même des données où on a actuellement une étude qui est sortie récemment sur des patients qui ont fait un premier cancer et qu'on met sous biothérapie qui ont une biothérapie, il y a pas, en fait, il n'y a pas d'augmentation d'un deuxième cancer. Donc c'est la première chose. Donc, par exemple, même des données rassurantes sur les anti-TNF et les cancers du sein. On a ça, même la Société européenne de rhumatologie a fait des points considérés pour tout ce qui était cancer. Voilà, il y a certaines effectivement biothérapies qu'on privilégie. Mais j'ai envie de dire ça, c'est toujours cette situation un peu particulière, c'est toujours en discuter avec son spécialiste. Par exemple, si on parle des cancers, si malheureusement vous avez un cancer, c'est en discuter, habituellement on en discute avec le médecin généraliste, l'oncologue. Et puis voilà, le spécialiste. Bien sûr, c'est des discussions qu'on a ensemble pour aller dans le même sens pour ces discussions. Pour les cancers cutanés, donc il y a des discussions en cours effectivement pour un petit peu savoir qui on va orienter vers les dermatologues. Alors il faut savoir que déjà une chose, de façon naturelle, avec l'âge, on a une exposition au soleil qui augmente, donc les UV, et c'est ça qui est le principal facteur de risque pour développer des cancers. On n'est pas sur le même niveau de baisse des défenses immunitaires que par exemple les greffés. Ça, effectivement, les greffés, ils ont des greffés d'organes, pardon. Par exemple, les greffés de reins ont un risque augmenté, notamment des cancers cutanés, qui est très très augmenté. Mais on recommande voilà, aux patients d'aller voir, quand on commence un traitement de fond type méthotrexate ou biothérapie, d'aller voir au moins une fois un dermatologue pour avoir une évaluation. Et ensuite, la réévaluation dépendra du dermatologue. Le risque n'est pas le même selon votre âge. Ce qu'on dit son phototype, c'est donc sa couleur de peau, parce que vous filtrez plus ou moins, de façon grossièrement, les UV, hein, entre par exemple la mienne et quelqu'un qui est antillais ou qui habite, enfin, qui est africain, c'est pas le même risque voilà, de cancer cutané. Mais en tout cas, sur les traitements, on n'a pas de surrisque sur un autre cancer qui est beaucoup plus sévère, qui s'appelle le mélanome. Donc, c'est un cancer, lui, qui a risque de métastase. Celui-là, on n'a pas de surrisque avec les cancers cutanés, pardon, avec les biothérapies. Nos traitements de fond, en fait, il y a un certain traitement de fond à un petit risque d'augmentation de cancer cutané, mais qui ne métastase pas. Ce qui veut dire ces choses importantes, ça veut dire que les cancers-là peuvent être vus avec le dermatologue, opérés, et il n'y aura pas de risque de métastase. Ça veut dire qu'on a un petit peu de temps et il n'y a pas une perte de chance. Et le souci, par exemple, du mélanome, malheureusement, c'est souvent que c'est un cancer qu'on trouve quand il est métastasé parce qu'en fait, il est en fait silencieux dans le sens que certains, c'est des localisations, vous voyez, au niveau des ongles, des choses qu'on voit pas. Donc vraiment, pour nos traitements de fond, pour les dépistages des cancers, la Société française de rhumatologie va aussi faire des recommandations qui sont voilà sur le dépistage du cancer cutané. Pour le cancer colique, c'est les mêmes raisons, les mêmes recommandations que la population générale. Au-dessus de 50 ans, vous avez reçu par Assurance Maladie les mots cultes. Pour le cancer pulmonaire, il y a des réflexions de savoir faire des scanners thoraciques, mais ça, c'est encore des discussions en cours de faire un dépistage systématique. Mais voilà, sur les gens qui sont à risque, on sait qu'avec polyarthrite rhumatoïde, il y a un petit risque augmenté de cancer pulmonaire. Et en plus, si on a un tabac, c'est de faire attention. Mais pour les traitements, ça ne change pas la chose. Ça, c'est un dépistage par rapport à la maladie. En soi, le traitement, il n'y a pas un surrisque de cancer. Ensuite, pour les cancers coliques, bah, c'est la même chose, le dépistage. Les autres, en fait, c'est vraiment les recommandations de la population générale. Mais c'est parce que, en fait, la population générale, c'est déjà pas assez appliqué. Donc, en fait, c'est juste que nous, on est un peu plus vigilants et on rappelle, par exemple, pour le cancer du col de l'utérus, voilà, on sait sur certains traitements, il y a un peu plus de surrisque, mais c'est pas le cas avec ouais, on a vu, alors peut-être récemment sur certaines biothérapies, mais vraiment là, c'est d'appliquer les recommandations de la population générale. On n'est pas dans le même sur-risque, encore une fois, que des patients qui ont par exemple un VIH ou des transplantés d'organes. Vraiment, c'est pas les mêmes risques infectieux
ou les risques de cancer. Ensuite, après, sur les traitements de fond, c'est principalement cela. Ensuite, il y a toujours une recommandation dans ces populations, dans les populations de rhumatisme inflammatoire, c'est on a aussi des dépistages cardiovasculaires qui sont importants. En fait, on sait que quand on a un rhumatisme inflammatoire, on a effectivement après 50 ans, en fait, un risque qui est un peu augmenté comme pour le diabète, et c'est pour ça qu'il faut toujours être dans cette question de prévention. Et donc moi, c'est ce que je vois avec les patients quand ils ont plus de 50 ans, c'est de les adresser en systématique, voire une fois au moins le cardiologue, faire un dépistage. Attends, ça veut dire qu'il y a un peu plus de risque. Ça ne veut pas dire que les patients vont faire un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. C'est en tout cas de voir les préventions, de voir si on peut, est-ce qu'on peut arrêter le tabac, est-ce qu'on peut discuter l'activité physique, est-ce que dépister un possible diabète qui ne serait pas vu. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut voilà, rappeler à nos collègues généralistes que en fait, il y a, les gens qui ont un rhumatisme inflammatoire ont un peu plus de risques, notamment à partir de 50 ans. Par rapport aux biothérapies, il y a une question qui, les biothérapies diminuent l'inflammation, donc sont plutôt protectrices. Il y a une question qui se pose, c'est plus un des nouveaux traitements qu'on a par comprimé qui s'appelle les inhibiteurs de Janus kinase, où en fait, ils seraient peut-être un peu moins protecteurs au niveau des vaisseaux, des artères, que par exemple les anti-TNF. Et donc la question, c'est que par exemple, voilà, s'il y a un patient qui a par exemple une polyarthrite rhumatoïde, une spondyarthrite entre l'anti-TNF et le l'inhibiteur Janus kinase, s'il a un risque cardiovasculaire, on va préférer plutôt introduire un anti-TNF. Mais vraiment, si je dois faire une synthèse sur les traitements, nous, c'est simplement parce qu'on sait que déjà de base, la maladie, il y a des surrisques voilà, infectieux, il y a parfois, il y a un peu de surrisque, notamment de certains cancers, comme je dis, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde et le cancer du poumon. Donc voilà, c'est de juste nous de rappeler de faire ces dépistages des maladies qu'on appelle les comorbidités, donc des maladies associées, le risque cardiovasculaire. Mais en soi, sur les traitements, c'est surtout, je pense, la prévention sur le risque infectieux. Pour le reste, c'est plus en dépistage par rapport à la maladie. Pour les sujets immunodéprimés, c'est un enjeu collectif ou individuel, ou les deux et pourquoi? Merci encore pour cette question et c'est très important ce que vous posez, ce que vous mettez le doigt dessus. Il y a deux choses. On sait qu'une couverture vaccinale, elle est efficace en fait si la majorité de la population, c'est-à-dire plus de 90% de la population, voire plus, est couverte. Si on prend la rougeole, effectivement, ça semble être une maladie bénigne pour une partie de la population, notamment pendant l'enfance, sauf qu'elle peut faire des complications cérébrales par la suite. Et chez l'adulte, elle a des conséquences en termes de mortalité qui ne sont pas négligeables. Et on a vu ces maladies réapparaître parce qu'il y avait une diminution de la couverture vaccinale. Donc en fait, l'intérêt de la couverture, de faire vacciner, c'est des enjeux collectifs, parce qu'effectivement, les gens qui ne sont pas à risque, eh bien, le fait de se faire vacciner, ils protègent les gens qui, pour certaines conditions, ne peuvent pas se faire vacciner. Donc ça, c'est la protection collective, mais aussi, ça prévient notamment certaines maladies. On a vu par exemple pour le cancer du col ou certains cancers ORL, la vaccination contre le papillomavirus, eh bien, c'est une protection aussi individuelle, mais aussi une protection contre, par exemple, c'est un virus qui se transmet notamment par les partenaires sexuels, et c'est aussi une façon de protéger ses partenaires, par exemple.